Aujourd'hui, dans Le crime et ses raisons, une tuerie sanglante dans un centre commercial de l'Arizona. Un tireur solitaire provoque une tuerie impitoyable. Sa tentative d'assassinat vise des fonctionnaires du gouvernement. Tout le monde crie. Certains hurlent « On a tiré sur la députée! On a tiré sur la députée !» La députée au Congrès Gabrielle Giffords s'est retrouvée sur la liste des personnes à abattre de cet individu, car son service avait mal orthographié le nom de famille du jeune homme dans un courrier. Alors que le passé trouble du suspect est découvert, une évaluation psychologique qui aurait dû être réalisée il y a très longtemps pourrait lui éviter d'être jugé pour meurtre et de répondre de ses actes. « 8 janvier 2011, Tucson, Arizona. Une des plus vieilles villes des États-Unis. Elle compte un demi-million d'habitants, mais ressemble à une petite ville. Réélue récemment, la députée au Congrès Gabrielle Giffords organise une rencontre avec les habitants sur le parking d'un supermarché. En ce très beau samedi matin, les locaux font la queue pour assister à l'événement. What is your question for me? What are we gonna do about the drought problem we have here in Arizona? That is such an excellent question. You know, Arizona... L'événement s'appelle Congress on Your Corner. C'est une excellente occasion pour les gens de découvrir le programme de la députée et pour elle de connaître les préoccupations des électeurs. Gabrielle Giffords est très proche de ses électeurs et l'événement est une excellente façon d'interagir avec les habitants de Tucson. 20 à 30 personnes assistent à l'événement placé sous le signe de la décontraction. Personne ne s'attend à ce que la situation devienne dangereuse. Ça rend les événements encore plus effrayants. Aux environs de 10h10, des témoins entendent des coups de feu sur le parking du centre commercial. Un homme armé surgit de nulle part et fonce à travers la foule. Il arrive devant la députée et ouvre le feu. Il vise la tête de Gabrielle Giffords et tire à bout portant. Les gens sont dans un état d'incrédulité qui semble durer une éternité. Quelques secondes plus tard, Gabriel Zimmerman, l'assistant de la parlementaire, se précipite à ses côtés. Il reçoit lui aussi une balle dans la tête. Sans perdre de temps, le tireur se retourne et tire dans la foule, sans viser de cible précise. La foule paniquée n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Certains commencent à courir dans toutes les directions et vers le supermarché pour se cacher. Tout le monde crie. Certains hurlent « On a tiré sur la députée! On a tiré sur la députée !» Le chaos et la confusion succèdent au premier tir. Les appels commencent à arriver au 911. 911, where's your emergency? 911, there was a shooting at where Gabrielle Giffords was. Was somebody shot them, sir? Yes, the guy looked like the guy had a semi-automatic pistol. He went in, he started firing. Is anybody injured? Did you say Gabrielle Giffords was hit? She's hit. Okay. He's breathing. Okay, and there's other people that are injured? There's multiple people shot. Oh my God. La police est envoyée sur place alors que l'attaque est toujours en cours. Le tireur pointe maintenant son arme sur Ron Barber, le directeur de district de Gabrielle Giffords. John Roll, un juge fédéral, est aussi présent. Il sort du supermarché et il voit son vieil ami Ron Barber. Il s'approche pour lui dire bonjour juste avant le début de la fusillade. Quand il voit que Ron Barber est sur le point de se faire tuer, il se jette sur son ami et prend la balle à sa place. Le juge prend une balle dans le dos. Il est mortellement blessé. Quel héros! John Wall sauve la vie de Ron Barber au prix de la sienne. Mais le tireur est toujours là, et il est toujours armé, et il cherche de nouvelles victimes. Pendant un moment, les tirs s'arrêtent. L'assaillant est à court de munitions. Il attrape un chargeur de 33 cartouches dans sa poche, mais il le laisse tomber sur le trottoir dans la panique. Heureusement, un témoin le remarque et attrape le chargeur. Un autre héros prend une chaise pliante et frappe le tireur dans le dos et sur la tête. Le tireur est assommé. Un colonel de l'armée américaine à la retraite, légèrement touché à la tête, plaque le tireur au sol. D'autres se joignent à lui et immobilisent le tireur. Une fois l'assaillant maîtrisé, un témoin saisit son arme et la pointe sur lui en le menaçant de le tuer. Les autres lui demandent de baisser l'arme, ce qu'il fait.
Chacune de ces personnes est un héros. Si ce maniaque avait réussi à recharger son arme, qui sait le nombre de victimes qu'il y aurait eu? La nouvelle de la tuerie et de la capture du suspect fait rapidement le tour des locaux de police. Callers reporting a shooting a man with a semi-automatic weapon. He shot at people, and he was last seen headed towards the Walgreens. He ran northbound out of the store wearing a black hoodie and blue jeans. And we have a caller who believes that Gabrielle Giffords was shot. That's multiple victims. Les policiers arrêtent le suspect et le placent en garde à vue. Les secours arrivent pour soigner les victimes. Presque immédiatement, le suspect dit aux policiers « Je plaide le 5e amendement ». Il leur dit aussi « Je suis la seule personne au courant ». Il veut s'attribuer le mérite de ce qui vient d'arriver. « 13 personnes sont grièvement blessées, dont la députée au Congrès Gabrielle Giffords, qui est dans un état critique. 6 autres personnes sont mortes, dont 2 employés fédéraux. John Roll, âgé de 63 ans, est le juge en chef de la Cour du district de l'Arizona. Il est le premier juge fédéral à être tué depuis 1989. Gabriel Zimmerman, âgé de 30 ans, est l'assistant parlementaire de Gabrielle Giffords. Il est le premier membre du personnel du Congrès à être tué dans l'exercice de ses fonctions. Une enfant est également tuée. Christina Taylor Greene, âgée de 9 ans, dont le visage apparaît dans le livre Faces of Hope, Babies Born on 9/11. En seulement 17 secondes, ce parking d'un centre commercial américain lambda se transforme en une horrible scène de meurtre. L'histoire fait le tour de la planète et le monde entier s'apprête à découvrir le visage de l'homme responsable de ces meurtres brutaux. À suivre, les enquêteurs révèlent l'identité du suspect. Ses parents ne savent pas que leur fils est une bombe à retardement. Nous en apprendrons également plus sur les raisons qui ont motivé son acte. Il est effrayant, diabolique et obsessionnel. Tous les signes étaient là. Par une belle journée ensoleillée, un tireur fou ouvre le feu sur une foule peu méfiante à Tucson, dans l'Arizona. Le suspect, Jared Loughner, âgé de 22 ans, est maintenant en garde à vue. Le sourire narquois sur sa photo d'identité judiciaire fait froid dans le dos. Si vous regardez de plus près, ses yeux renfoncés, sa tête et ses sourcils rasés vous révèlent ce qu'il se trame dans son esprit tordu. Quand ils sont sur le point de commettre un acte violent, les gens changent leur personnalité extérieure pour qu'elle corresponde à ce qu'ils sont maintenant. Lorsque Jared Loughner change son physique, il affirme sa nouvelle identité. Il n'est plus le même. Jared Lee Loughner est né le 10 septembre 1988 à Tucson, dans l'Arizona. Fils unique, il grandit dans un quartier de la classe moyenne. Les voisins décrivent la famille de Jared comme très secrète. Amy, sa mère, travaille comme gestionnaire pour le Parks and Recreation Department du comté. Elle est appréciée et respectée de ses collègues. Randy, son père, travaille comme mécanicien. Enfant, Jared a un petit cercle d'amis. Il aime la musique et il fait même partie de l'orchestre de son école. À l'adolescence, il commence à se comporter bizarrement. Avec le recul, c'était bien plus troublant que ce que l'on croyait. Sa rupture avec sa petite amie du lycée marque le moment où Jared Loughner semble basculer du côté obscur. Il a le béguin pour une de ses camarades de classe, mais ce n'est absolument pas réciproque. Elle met fin à ses avances très rapidement. Ce rejet lui déplaît énormément et marque le début de sa descente aux enfers. Jared s'isole de plus en plus. Un de ses rares amis le décrit comme une personne vraiment bizarre. Il vit dans des réalités alternatives et il est obnubilé par une prophétie qui fait de 2012 l'année de la fin du monde. En juin 2006, il finit par abandonner l'école à la fin de son année de première, dans le lycée de Mountain View. À ce stade, on pourrait penser que sa famille, ses amis, ses professeurs, quelqu'un serait intervenu. Il devait bien voir que quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Jared tente de décrocher des petits boulots, mais il n'arrive pas à garder un seul emploi.
Il parvient à internaliser sa colère et sa paranoïa. Il parvient même à trouver du travail dans la restauration rapide et comme bénévole dans un refuge pour chiens. Il est rapidement renvoyé de ses 2 emplois en raison de son comportement étrange et de son refus de faire ce qu'on lui demande. Jared réussit à obtenir son GED et il s'inscrit dans un community college. Ses camarades de classe et ses professeurs remarquent très vite que Jared est une personne constamment en colère et très exigeante. En février 2010, une camarade de classe dépose une plainte contre lui auprès de l'université. Une étudiante lit un poème sur l'avortement à la classe. Jared fait une scène. Jared, it's completely inappropriate. 5 o'clock in my office tonight. Please, Il n'en faut pas plus pour le punir. you're harassing. D'autres plaintes de la part de ses camarades et des professeurs suivront. Ces plaintes déposées auprès de l'université semblent avoir alimenté sa colère. Quand il est convoqué pour son comportement inapproprié, Jared devient méprisant. Il est particulièrement méprisant envers les femmes. Il se sent supérieur. Jared, come back here, Jared. L'administration de l'université finit par prendre des mesures à son égard après que Jared poste en ligne une vidéo très inquiétante le 23 septembre 2010. This is Pima Community College, one of the biggest scams in America. This is genocide in America. L'école lui apprend qu'il est suspendu et qu'il ne pourra revenir à l'université que s'il présente une lettre prouvant son aptitude psychique à suivre des cours. Sans surprise, Jared ne sera jamais capable de fournir cette lettre. À présent, il erre sans but dans la vie. Il devient de plus en plus agité chaque jour et il commence à adopter un comportement encore plus inquiétant. Le 30 novembre 2010, Jared réussit une vérification instantanée de ses antécédents et se serait procuré un pistolet. Le même mois où il aurait acheté le Glock 19, Jared se fait tatouer une balle de 9 mm sur son omoplate droite. Le 30 décembre 2010, Jared poste un message sur les réseaux sociaux. Cher lecteur, je cherche aujourd'hui. Je suis maintenant prêt à tirer. La chasse, une puissante pensée qui m'est venue à l'esprit. Il ne s'agit que d'une autre de ces divagations incohérentes, mais cela montre aussi l'avancée de son projet. Dans les mois qui précèdent le massacre, les parents de Jared remarquent finalement que quelque chose cloche chez leur fils. Randy Loeffner dira aux enquêteurs que son fils est devenu de plus en plus difficile et irrationnel. Amy, sa mère, dira qu'il se parlait souvent lui-même et qu'il avait des conversations avec des personnes qui n'étaient pas présentes. Ses parents trafiquent sa voiture afin qu'il reste à la maison. Ils lui confisquent également son fusil de chasse, par peur que Jared commette un acte imprudent. Ses parents ne savent pas que leur fils est une bombe à retardement qui se prépare à exploser le lendemain. À suivre, le tueur laisse un message énigmatique. Il écrit « Au revoir mes amis, ne m'en voulez pas ». Est-il en train de dire au revoir ou adieu? Nous verrons aussi comment l'ultime chance d'empêcher le massacre glisse entre les mains d'un père. Jared. Jared Loeffner, âgé de 22 ans, est détenu sans possibilité de caution dans une prison fédérale de Phoenix, dans l'Arizona. Il est poursuivi pour 49 chefs d'accusation, dont le meurtre de 2 employés fédéraux et la tentative d'assassinat d'une députée des États-Unis. Jared Loeffner voue une haine indescriptible à la députée Gabrielle Giffords. Ce sentiment date d'un incident qui s'est produit des années plus tôt. Jared rencontre la députée lors d'un rassemblement similaire à celui qu'il interrompra plus tard. Does anybody have any questions for me? You, sir. I'm Jared. What is government if words don't have any meaning? Thank you so much for your question. Let me think about it. Does anybody else have questions? Yes. La députée ne sait même pas comment répondre à la question hors contexte. Qui aurait pu? C'est un rassemblement, pas la réunion des lunatiques du coin. Elle le remercie poliment et passe à la question suivante. Jared prend sa réponse pour une esquive. Il développe une haine profonde, sombre et délirante envers elle. Peu de temps après cette rencontre, Jared écrit une lettre à la députée. Son service de communication lui répond.
mais commet l'erreur de ne pas adresser la lettre correctement. Ils ont écrit Lofny au lieu de Lofner. Lui et son ego surdimensionné prennent la chose personnellement. Il est furieux. 5 ans plus tard, le 7 janvier 2011, Jared Loughner prépare sa vengeance. Il s'installe dans un motel à 3 km de la maison qu'il partage avec ses parents. C'est peut-être dur pour lui de planifier un massacre dans le sous-sol de ses parents, qui sait. Il est probable que Loughner souffre de ce que l'on appelle le sentiment de futur raccourci. Certaines personnes ne voient pas au-delà des 24 prochaines heures de leur vie. Dans le cas de Jared, il est fort possible qu'il ne s'attendait même pas à être encore vivant dans 24 heures. Au fur et à mesure que la nuit avance, il se rend à plusieurs reprises dans une supérette du quartier. À 2h19 du matin, il récupère un rouleau de pellicule fraîchement développé. Ce dernier contient des photos que Jared a prises de lui-même quelques heures plus tôt. C'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Jared a l'air d'aimer se prendre en photo dans des situations provocantes. Et c'est peu de le dire. Sur 2 des photos, il pose vêtu d'un string rouge et pointe une arme sur ses fesses. Sur une autre, il fait passer un message peu subtil en plaçant un 9 mm sur un manuel d'histoire américaine. Sur ses réseaux sociaux, il écrit « Au revoir mes amis, ne m'en voulez pas », ainsi qu'une tirade sur le taux d'alphabétisation. Il ajoute une pensée assez confuse « Je veux m'en sortir vivant ». 6h12, le 8 janvier 2011. Seulement 3 heures avant la tuerie, il quitte à nouveau sa chambre au motel. Il essaie d'acheter des munitions pour l'arme qu'il a achetée légalement quelques semaines auparavant. Son comportement est tellement irrationnel que le vendeur se doute de quelque chose et devient suspicieux. Le vendeur lui dit qu'ils n'ont pas ses munitions en stock. Peu de temps après, Jared se rend dans un autre magasin de munitions et réussit à se procurer ce qu'il veut. Il aurait acheté près de 400 balles pour son Glock semi-automatique. C'est la quantité dont vous auriez besoin lors d'un combat militaire. Il achète ses munitions ainsi qu'un sac noir. Au lieu de retourner au motel, Jared se rend chez ses parents. Un peu avant 9h40, il sort quelque chose du coffre de sa voiture. Son père le questionne. Il ne sait pas que son fils a acheté un pistolet quelques semaines plus tôt. Randy n'insiste pas plus et ne fouille ni son fils ni le sac. Jared a son arme, ses munitions et un endroit où aller. Il appelle un taxi. À 9h54, Jared arrive au supermarché en taxi. À 10h10, il ouvre le feu sur la foule. À 10h15, 6 personnes sont mortes. 13 sont blessées. Et Jared Loughner est arrêté. À suivre, les faits ne sont pas remis en question, mais la santé mentale de Jared Loughner l'est. Sera-t-il jugé ? Un grand jury fédéral inculpe Jared Loughner pour meurtre et tentative de meurtre. 9 mars 2011, Cour supérieure de l'Arizona. Jared plaide non coupable pour tous les chefs d'accusation. La Cour accepte la requête du gouvernement pour que l'aptitude de Jared à subir son procès soit évaluée. C'est un examen psychologique qui vise à déterminer s'il est apte à être jugé, s'il est suffisamment coupable et s'il pourrait être fou. Il y a beaucoup de signes qui indiquent qu'il y a eu préméditation. Il a passé la nuit à planifier et à comploter. Il plaide le 5e amendement tout de suite après être interpellé. Il fait ses adieux par message et par mail. Les policiers trouvent également dans son coffre-fort une lettre manuscrite où il écrit « Giffords, mon assassinat et j'avais tout prévu ». Ceux qui le soupçonnent d'être fou, et donc légalement irresponsable de ses actes, se réfèrent à ces messages en ligne pour appuyer leurs idées. Après avoir entendu le témoignage de plusieurs thérapeutes qui ont évalué Jared, la Cour le déclare mentalement irresponsable de ses actes. After several evaluations, I have determined that the defendant has severe schizophrenia. Malgré ses protestations, le juge lui ordonne de se faire traiter de force avec des antipsychotiques. Après plus d'1 an de traitement médicamenteux, Jared Loughner est jugé apte à subir son procès. L'accusation requiert la peine de mort.
Dans le cadre d'une négociation de peine pour éviter la peine de mort, Jared Loughner avoue sa culpabilité pour 19 des 49 chefs d'accusation, dont la tentative de meurtre d'une députée et le meurtre de 4 personnes et de 2 employés fédéraux. Le 15 novembre 2012, Jared Loughner est condamné à 7 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité, suivies de 140 ans de prison. Dans cette affaire, les preuves montrent clairement qu'il savait ce qu'il faisait malgré sa maladie mentale. C'est un tueur. Il est peut-être fou, mais c'est quand même un tueur. Ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que ses parents n'ont jamais alerté les autorités avant cet événement. Je pense que ses parents devraient même être tenus responsables de certaines de ses actions. Il est évident que certaines personnes sont persuadées que la fin du monde est proche. Certaines de ces personnes regardent ce futur négatif et se demandent « Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais aller descendre quelqu'un. Je vais faire ce que j'ai à faire pour me faire comprendre. Je vais changer d'apparence. Je vais acheter des armes. Je vais chercher en ligne un événement à proximité. Qu'est-ce qui est le plus pratique pour faire entendre mon message ?» On sait où se trouve Jared maintenant. Il est enfermé en prison pour le reste de sa vie. Dans sa tête, il est le seul à savoir si la fin du monde est arrivée ou non. Mais il avait une raison pour faire ce qu'il a fait. Et le monde est toujours là.